Bonjour. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur le sujet bien tendancieux du moment. Est-ce que le marché va plutôt monter ou est-ce que le marché va plutôt descendre? Telle est la question. Alors je vais vous partager les arguments, enfin quelques arguments parce que sinon on va y passer la nuit. Donc je vais vous partager quelques arguments qui sont favorables à une chute et quelques arguments qui sont favorables à une montée. Et puis vous pourrez prendre votre décision par la suite en fonction de ça, si ça peut vous aider. Moi je vous donnerai en fin de vidéo mon avis personnel. Mais avant qu'on commence, je vous invite à partager, liker, commenter et surtout vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça m'aidera beaucoup avec l'algorithme de YouTube et je vous serai très reconnaissant de ça en vous fournissant encore plus de vidéos. Je vous remercie et on y va tout de suite. Alors, les arguments pour une chute. Déjà, on est en récession, ça c'est un secret pour personne, même si ils ont eu le culot de changer la définition dans le dictionnaire d'une récession. Nous sommes quand même dans une récession. Donc une récession, c'est un ralentissement de l'économie, c'est lorsque on a 2 trimestres consécutifs dans le négatif. Donc voilà. Il n'y a pas eu beaucoup de récessions depuis 1950. Vous voyez, à peu près, on a eu une en 2009 et une en 2020 qui étaient assez petites. Mais la plus grosse récession que tout le monde connaît, c'était le crash de 1929 aux États-Unis. Et qui a infecté le monde aussi, bien évidemment. Donc, allons voir ça un peu de plus près. Donc, vous voyez, on a eu les ombres grises, ce sont des crises économiques qu'on a vécues. Et vous voyez, en 1929, elle a duré quasiment 3 ans. C'est-à-dire qu'on a commencé à chuter en 1929 et on a commencé à se relever en 1933. C'était vraiment une grosse catastrophe dans le siècle dernier. Quand je dis siècle dernier, je parle en termes de 100 ans, c'est-à-dire entre 1929 et maintenant, il s'est écoulé presque 100 ans. Donc de ces 100 dernières années, ça serait plus juste de dire ça. Il faut que vous sachiez que les crises économiques, ça arrive tous les 8 à 12 ans à peu près, et les gros crashs, les grosses récessions, les trucs qui impactent vraiment le monde entier, c'est à peu près tous les siècles, tous les 100 ans, 150 ans, ça dépend après à partir de quand vous remontez dans le temps, à quelle date vous avez pris un gros crack. Bref, on va résumer ça à une centaine d'années, on va faire simple. Donc on serait plus ou moins dû. Voilà. De plus, si on prend la conjoncture actuelle, on est en récession, c'est une certitude. Il y a la crise en Ukraine avec tous les blocus qu'ils font sur l'énergie et sur tout ce qui est alimentation, bien sûr. Donc, la Chine et Taïwan qui est incertain aussi, l'impression de billets qui a disparu, bref, le contexte actuel est très mauvais et ça annonce plutôt une chute. D'autant plus que de grands spécialistes l'annoncent aussi. Par exemple, Tika Tiwari, ça fait plus d'1 an qu'il nous prévient, qu'il nous envoie des alertes sur alerte. Et là, il vient de faire récemment une alerte majeure où il accentue encore plus pour nous prévenir finalement. Il y a aussi Bill Gates ou Jeff Bezos, bref, des grands millionnaires de ce monde qui ont vendu toutes leurs actions pendant l'année 2021 et qui n'ont pas forcément racheté derrière. Donc ils savent aussi qu'il y a quelque chose qui se prépare. Vous avez aussi Michael Burry qui a vendu tout son portefeuille. Puis Michael Burry, il est vraiment réputé, on l'appelle le Mr. Big Short, parce qu'il est réputé pour avoir prévenu des 2 dernières crises. Il avait parié à la baisse, donc il avait vendu ses actions et il avait parié à la baisse du marché bien avant tout le monde. Donc il avait su prévoir ce qui allait se passer. Et donc c'est quelqu'un, quand on est dans les finances, souvent on va suivre ce que Michael Burry fait. Et vous allez voir, je vais vous le montrer dans la 2e section, que lui aussi, il a vendu toutes ses actions, tout son portefeuille. Donc les gens qui travaillent dans le milieu depuis 40, 30 ou 20 ans, dont c'est le métier, et qui travaillent avec les gouvernements et qui ont des informations qu'on n'a pas forcément, se sont tous préparés à une chute imminente. Donc ça ne laisse rien présager de bon, bien sûr.
Ensuite, il faut savoir aussi que, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, les crypto-monnaies n'ont jamais vécu de crise économique puisqu'elles sont nées après la crise des subprimes, mais elles n'ont jamais vécu de récession non plus. Donc, comment le marché va réagir par rapport à ça, je ne sais pas. Mais si on se fie sur les données de la bourse traditionnelle, on voit bien qu'à chaque crise, hein, on tombe, et surtout dans des récessions, notamment celle de 1929, ça a été dramatique. Hein. En 2008, on voit aussi qu'on a eu une belle chute. Et puis en 2020, là, c'est pas trop marqué, mais elle est un petit peu ici, c'était une petite chute. Alors pourquoi? Pourquoi des petites chutes? Eh bien parce qu'ils ont imprimé de la monnaie. Et comme vous pouvez le voir ici, à partir de 2020, ils n'ont pas imprimé de la monnaie, ils ont carrément fabriqué de la monnaie à un rythme extrêmement soutenu. Hein. On est passé de 4000 milliards de dollars à plus de 20 000 milliards de dollars. Donc c'est pas un petit réajustement, hein. Comme vous pouvez le voir si on remonte dans les années 1950. Ça a été vraiment exponentiel. Là, c'est pas un petit réajustement. Donc ça a forcément des conséquences. C'est indéniable. D'ailleurs, vous voyez, on commence à chuter parce qu'ils ont arrêté de fabriquer de l'argent. Donc forcément, on va le payer à un moment ou un autre. Hein. Tout ce qui monte redescend. Hein. C'est mathématique. Voilà, donc compte tenu de tous ces éléments, de la géopolitique actuelle, de crise sur crise sur crise qu'on a, du fait que l'impression monétaire a battu son plein, vous savez que 82% de tous les dollars dans le monde ont été imprimés ces 2 dernières années. 82%, c'est énorme. Donc, bon, tout ça, ça laisse plutôt présager une baisse. 82%, c'est ça que j'ai dit? Non, je m'emporte, excusez-moi, n'importe quoi. Non, plus de 20%, même je crois que c'est 21%, je vous mettrai l'image à l'écran. Non, pas du tout 82%, excusez-moi, je me suis trompée. 20% ou 21%. Maintenant, voyons les arguments pour la hausse. Alors, ce que je vais faire, parce qu'il en parle bien mieux que moi, c'est que je vais laisser Mathieu de Investream vous en parler. Il a fait une vidéo ici qui s'appelle « Pourquoi Michael Burry ne short pas le marché ». Je vais vous mettre un extrait de cette vidéo. Puis pour ceux que ça intéresse, moi je vous conseille d'aller voir sa chaîne parce qu'il fait beaucoup de vidéos sur l'actualité en fait boursière finalement. Et c'est très intéressant et c'est plein de très bonnes informations. Donc je vous laisse avec l'extrait puis on se revoit après. Alors pourquoi Michael Burry a tout vendu? Je vous partage mon opinion. Eh bien Michael Burry pense que les rebonds de 20%, comme celui que nous venons de connaître à peu près, eh bien sont extrêmement fréquents. Elles sont même la marque de fabrique des bear markets, les bear markets les plus importants que nous avons connus sur environ un siècle, 1929, les années 70, ou encore 2008, lorsqu'il vend tout à la suite d'un rebond comme celui que nous venons de connaître, il valide simplement à nouveau sa thèse et sa vision du bear market. Et donc, compte tenu des communications précédentes qu'a fait Michael Burry, il devrait en ce moment estimer que le Standard & Poor's 500 serait à la veille d'une chute d'environ 40% par rapport à son point actuel. Mais tout de même, vous noterez, il n'a pas pris, comme en 2008, ou comme récemment sur Tesla ou sur Apple, il n'a pas pris de position short sur le marché, il n'a pas pris d'option put visant à s'assurer contre la baisse du marché. Donc cela peut tout de même nous laisser penser qu'il se laisse un peu de marge de manœuvre dans sa réflexion. Et je vais vous montrer la raison pour laquelle, contrairement à son habitude, Michael Burry n'a pas pris une position extrêmement forte contre le marché au travers de short ou de put options. Eh bien c'est ici, si vous souhaitez surveiller une fois par semaine l'évolution des mêmes indicateurs que Michael Burry pour étayer une thèse selon laquelle le marché pourrait baisser, vous allez tout simplement sur le site de la Federal Reserve Bank of New York. Une fois sur le site, vous allez vous diriger sur Market and Policy Implementation et vous aurez sur la première page le Market Data Dashboard, à savoir les indicateurs que surveille la Fed elle-même. Une fois que vous arrivez sur le Market Data
data dashboard de la Fed, eh bien il y a énormément d'informations que vous pouvez suivre à travers le temps si vous êtes capable d'en comprendre la teneur, mais aujourd'hui il y en a une en particulier qui nous intéresse, c'est tout simplement la promesse de la Fed d'opérer un quantitative tightening, ce qui veut dire tout simplement l'inverse du quantitative easing. Plutôt que d'injecter des liquidités sur le marché en achetant des produits du marché sur le marché secondaire, à savoir tout simplement la Fed était pendant de nombreux mois en concurrence avec vous et moi pour acheter des produits financiers que vous pouviez vous-même acheter. Et en ce sens, lorsque vous achetiez ces produits financiers, vous aviez une sorte de sécurité. Il y avait un acheteur avec énormément de cash, ce qui permettait de soutenir le prix des actifs. Le quantitative tightening, c'est à peu près l'inverse, à savoir la Fed qui va rendre dans le marché des produits qu'elle avait au préalable achetés. Maintenant, elle va être en position vendeuse. Un double effet ciseau négatif. Non seulement la Fed n'est plus acheteuse sur les mêmes produits que vous, donc ils ont moins de soutien par rapport à leur prix, le prix baisse naturellement, mais en plus, elle augmente le volume de ces mêmes produits en vente puisqu'elle devient vendeuse de ce qu'elle avait dans son bilan. Donc, dans la thèse de Michael Burry, nous devions faire face à un effondrement de pas mal de valeurs vis-à-vis de ce changement de paradigme par rapport à la politique de la Fed. Eh bien, la Fed avait annoncé environ 47 milliards de quantitative tightening par mois. Et donc, il suffit de se promener dans le Market Data Dashboard pour aller voir ce qui se passe au niveau du bilan de la Fed concernant ces fameuses treasuries et securities qui auraient dû être vendues depuis le 1er juin. Elles sont ici, il vous suffit de cliquer sur le Domestic Holding pour avoir l'information semaine après semaine. Alors on va faire ensemble ce qu'est en train de faire Michael Burry dans son bureau, à savoir est-ce que la Fed tient ses promesses sur le quantitative tightening qui est à la base de la thèse de Michael Burry sur l'effondrement futur des cours du marché. Eh bien aujourd'hui nous voyons les volumes au 17 août, alors on va peut-être tout simplement se placer au niveau du 3 août, voilà le début du mois d'août. Est-ce que la Fed a tenu sa promesse concernant la vente de 47 milliards de dollars de produits se trouvant dans ce tableau? Eh bien, vous constatez avec moi qu'au 3 août, nous avons entre les bons du trésor et les mortgage-backed securities un total d'environ 8 trilliards 344 milliards. Voilà. Et donc on va remonter dans le temps jusqu'au 1er juin pour voir combien la Fed a soldé sur ces fameux treasuries et mortgage-backed securities. Eh bien très rapidement, nous voyons que si l'on revient au début du mois de juillet, nous sommes à 8 trilliards 364 milliards. Et si l'on revient jusqu'à début juin ensemble en direct, on va découvrir... Et voilà, au 1er juin, il y avait 8 trilliards 392 milliards. Et donc tout simplement, si on fait le bilan de juin à juillet, la Fed a réussi à faire un quantitative tightening de seulement 28 milliards. Et si on prend d'environ début juillet jusqu'à début août, eh bien ce ne sont plus que 20 milliards de dollars qui ont été vendus par la Fed, contrairement à son engagement de 47 milliards. Et bien voilà l'indicateur que surveille Michael Burry, c'est tout simplement la Fed qui ne tient pas ses promesses. Si nous regardons à début août les mortgage-backed securities, à savoir les produits qui sont adossés aux emprunts immobiliers, eh bien nous étions à un total de 2 trilliards 708 milliards. Alors que vous constatez avec moi qu'au début du mois de juillet, ce total était à 2 trilliards 700 milliards. Donc il y a eu une augmentation de 8 milliards. Il y a eu une continuité d'achat sur les mortgage-backed securities par la Fed, alors même que sur les fameux 47 milliards, dans ses discours et dans sa paperasse, la Fed s'était engagée sur les fameux 47 milliards à vendre pour 30 milliards de treasuries et pour 17 milliards de mortgage-backed securities. Donc non seulement elle fait moins que ce qu'elle a promis de faire, mais sur une partie où elle avait promis de vendre 17 milliards, elle est toujours à l'achat. Aujourd'hui, à début août, elle a continué d'acheter et ne respecte pas sa propre parole. Et c'est donc ça la raison pour laquelle Michael Burry n'y va pas foncièrement très fort quant à des positions short ou des put options
concernant le marché. Il continue à jouer sa thèse de la récession de long terme, tout simplement en soldant son portefeuille, mais il ne veut pas parier contre ce fameux effondrement du marché, puisqu'il sent bien qu'il n'y a pas toutes les forces qu'il avait pris en compte dans ses calculs au milieu du deuxième trimestre, uniquement par rapport à ce que la Fed annonçait pour la fin de l'année. Si ces forces-là ne sont pas en jeu, eh bien il est tout simplement peut-être en train de douter que le marché continue de s'effondrer autant que ce qu'il avait calculé aux alentours de mai 2022. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est très très compliqué de savoir où est-ce qu'on s'en va, parce que ce sont des choses qui ne sont jamais arrivées. On n'a pas de données là-dessus. Alors les données historiques qu'on a, je vous en ai fait part dans la première partie, mais c'est fondé sur le fait qu'ils laissent les choses aller, d'accord ? S'ils se remettent à fabriquer de l'argent ou à changer leur politique, eh bien là, on n'a pas vraiment d'historique, à part ce qui s'est passé en 2020, et comme vous l'avez tous vu en 2020, hein, à partir du moment où ils ont commencé à réimprimer de l'argent, ben on est remonté immédiatement. Hein. Puis à partir du moment où ils ont arrêté ici de fabriquer de l'argent, eh bien on est redescendu immédiatement aussi. Donc c'est très difficile de savoir ce qui va se passer, parce que ça dépend vraiment de ce que la Fed va faire, malheureusement. Comme quoi, c'est un marché très libre. Et pas du tout superficiel. Maintenant, pour ce qui me concerne, moi personnellement, j'aurais plutôt tendance à penser à une baisse. On est arrivé dans une conjoncture économique où imprimer ça va bien 5 minutes, mais il y a un moment ça va craquer, on ne peut pas tirer sur la corde ad vitam aeternam, d'autant plus que ils ont aussi besoin d'aller chercher de l'argent, et puis dans une crise comme celle qu'on peut avoir, avec une crise énergétique, avec une crise alimentaire, avec une grosse crise, un peu finalement ce qui s'est passé en 1929, pour les gens qui savent comment investir, il y a beaucoup d'argent à faire là-dedans, d'accord ? C'est un peu comme l'histoire des vaccins. On a une maladie, on investit dans les vaccins, on fait pas mal d'argent. C'est le principe des crises. Il faut que vous sachiez que c'est comme ça que fonctionnent les gros investisseurs. Hein. C'est en temps de crise qu'ils font le plus d'argent. Donc là, investir un peu ce que Tika Tiwari nous conseillait d'ailleurs, d'investir dans des sociétés alimentaires. Donc il a donné l'exemple d'une société qui sortira sur les marchés plus tard. Bref, c'est une IPO qu'ils font, mais bon, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que je tiens pas c'est pas à divulguer, mais je ne suis pas assez informée là-dessus pour en parler. Voilà, c'est plutôt ça. Mais c'est ce qu'ils conseillent. Hein. Ils conseillent d'investir dans des entreprises qui peuvent fabriquer, faire de la culture de légumes sans avoir à dealer avec les pesticides et autres, tous les engrais, toute la matière première que la Russie vend, par exemple. Donc ça fait du sens, hein, ça fait beaucoup de sens, mais ce que je veux vous expliquer, c'est que tout le monde est en alerte, les signes sont quand même vraiment très clairs, et moi je partirais plus sur une chute. Alors une chute, ça ne veut pas dire qu'on va chuter éternellement, il n'y a rien qui descend en ligne droite et il n'y a rien qui monte en ligne droite. Donc on risque de descendre, remonter, descendre, remonter, descendre, remonter. Mais il y a un autre argument dans lequel je ne vous ai pas parlé, c'est que moi je fais beaucoup de recherches à droite à gauche, et dans mes analyses, j'ai trouvé une autre chose qui me ferait penser, mais je tiens vraiment à ce que vous preniez cette information avec des gants, parce que je n'ai pas fini mes recherches, je ne sais pas si ces données sont fiables, je n'ai pas assez de recul pour voir si les faits ont été justes sur plusieurs décennies, parce que je n'ai pas terminé mes analyses, donc c'est à prendre avec des pincettes, j'insiste. Mais dans ces recherches, de ce que j'ai pu découvrir, c'est qu'on n'aurait pas forcément un bull run dans les crypto-monnaies tel qu'on l'entend. Donc, qu'est-ce que je veux dire par bull run ? C'est une montée exponentielle telle qu'on l'entend avant 2025. Normalement, si on prend les cycles classiques qu'on a eu jusqu'à maintenant depuis 2008, on a un bull run à peu près tous les 4 ans au moment du halving. L'année qui suit le halving, en fait ça commence en 2024
Et enfin, je veux dire, ça commence l'année du halving et ça se termine l'année d'après. Donc, le prochain halving a lieu en 2024. Donc, si on suit les cycles normaux, en 2024, on devrait commencer à avoir une première montée de bull run et en 2025, la montée finale. D'après mes recherches, ça serait décalé d'un an, c'est-à-dire qu'on sortirait du marché baissier pour entamer un nouveau bull run seulement en 2025. Voilà, donc ça décalerait le cycle d'un an. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça ne l'est pas? Je ne sais pas, je n'ai pas assez de recul. Vous prenez cette information avec des pincettes, d'accord? Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure si mes recherches vont toujours dans ce sens-là. Mais je voulais vous en parler quand même parce que du coup, moi, ça a un impact sur moi parce que je pense que si on regarde la récession de 1929, je l'ai mis là, comme vous avez pu voir, on a commencé en 29 et on a commencé à remonter en 33, ce qui fait à peu près 3 ans de marché, enfin on a commencé fin 2029, oui, ça fait à peu près 3 ans de chute avant de pouvoir se stabiliser, de remonter clairement. Eh bien, si on regarde à peu près maintenant, si on part en récession maintenant, donc ça a commencé en 2021-2022, si on rajoute 3 ans, ça nous emmène à 2025, ça fait du sens. Voilà. Donc, malheureusement, je n'ai pas de réponse à cette question. J'ai essayé de vous expliquer les pour et les contre. À vous de faire vos recherches et puis surtout de faire vos propres analyses. Mais malheureusement, ce n'est pas clair. Ce n'est vraiment pas clair. Il y a plus de signes baissiers, mais si il change la donne et que la Fed intervient, ça peut changer justement du tout au tout. Donc, je ne sais vraiment pas quoi penser et malheureusement, je n'ai pas plus d'informations à vous donner. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, soirée, week-end. Je ne sais pas quand vous allez regarder cette vidéo et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.